Allez, on va tordre le cou à deux idées reçues, à deux idées fausses sur la transition énergétique. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on on lit beaucoup de conneries, c'est ça? Non, mais je trouve qu'à nouveau, il faut essayer d'avoir un débat qui soit sain et raisonnable. Et on lit des choses qui sont assez incorrectes sur la transition énergétique, en tout cas qui ne sont pas suffisamment réfléchies. Donc je voudrais juste contribuer peut-être à la transparence du débat. On entend souvent qu'on manque d'argent pour réaliser cette transition énergétique. Alors il y a trois sujets, je crois qu'il faut qu'on aborde. Moi j'en dis que c'est un peu vrai. Voilà, il y a trois sujets. Il y a un, est-ce qu'on saura financer la transition énergétique? Il y a un sujet 2 qui est est-ce qu'elle va nous appauvrir en termes de pouvoir d'achat, et il y a un sujet 3 qui est la question de redistributive. Je crois que si on veut réfléchir à la transition énergétique sainement, il faut réfléchir en même temps à ces trois questions. Alors, sur la partie financement, le compte n'y est pas aujourd'hui. Alors, par rapport aux besoins... Alors, ce que j'ai fait, c'est des calculs que je publierai bientôt, mais qui sont avec des chiffres relativement sérieux, puis qui regroupent des calculs qui ont été faits par plein d'autres institutions, sur le besoin d'investissement dans la transition énergétique. Alors, en gros, vous savez qu'il y a plusieurs bouts. Il y a un gros bout qui est la production d'énergie, et il y a un autre gros bout, c'est les deux bouts majeurs, qui est l'isolation des bâtiments. Ouais. Alors, je ne parle pas ici de l'isolation des bâtiments. Je vais regarder le bout qui est production d'énergie. L'isolation des bâtiments, c'est un sujet assez différent. C'est quand même pas... C'est des investissements... c'est beaucoup d'argent aussi. C'est beaucoup d'argent, mais c'est assez particulier, mais j'en dirai un mot. Mais on parle souvent du bout production d'énergie. Énergie propre. Voilà. Alors, si on veut respecter une trajectoire entre 1,5 et 1,7 degrés d'augmentation de la température 2100, ce que souhaite tout le monde, si on veut donc être sur cette trajectoire, et quand on prend l'évolution de notre production d'énergie qu'il faut avoir, en gros, je regarde à l'horizon 2050, après c'est un peu compliqué, donc à l'horizon 2050, il faut faire disparaître complètement le charbon, il faut réduire de plus de 60% le pétrole, le gaz c'est à peu près plat, et il y a une explosion, une multiplication par plus de 4 des énergies renouvelables. Ça coûte combien par an? Combien il faudra investir chaque année? En coût d'investissement net, c'est-à-dire net de ce qu'on va moins investir dans les énergies fossiles et de ce qu'on investit déjà dans les renouvelables. Donc en effort net d'investissement nouveau, ça coûte 0,6-0,7 points du PIB mondial, à peu près. Alors dit comme ça paraît pas énorme, mais si on le met en euros, on se dit que c'est colossal. Oui, mais le taux d'investissement du monde, c'est 27% du PIB. Et il bouge de plusieurs points d'une année sur l'autre. Donc, si vous dites qu'il faut que je passe de 27 à 27,6, honnêtement, c'est totalement peanuts. Et en Europe, c'est moins, parce qu'on part d'une base qui est meilleure sur les renouvelables. On a déjà beaucoup d'hydraulique, on a déjà un peu de renouvelables, enfin, etc. Et voilà. Et alors, voilà. Donc, c'est pas énorme. Et ça se finance. Rappelons que le monde est dans une situation d'énorme excès d'épargne. Ça se finance aujourd'hui avec des taux d'intérêt réels qui sont nuls, quoi. Je veux dire, Donc c'est pas infinançable, potentiellement ça se finance facilement, mais est-ce que ça va se financer? Alors, donc les obstacles, c'est pas l'argent sur cette question de production d'énergie renouvelable. Les obstacles, ça peut être la réglementation, ça peut être que c'est difficile. Construire un champ d'éoliennes offshore, regardez les gars, c'est très compliqué. Il faut des autorisations dans tous les sens. Il y a des gens qui protestent. Donc il y a une réaction. Bon. Et puis voilà. Alors d'où ça vient qu'en particulier en Europe, ça marche? C'est quand même assez intéressant. Et ça, une transition sur mon second point, ça vient aussi de ce que... on dit souvent que l'Europe est très dépendante du reste du monde. Il y a un domaine où l'Europe n'est pas dépendante du reste du monde, c'est les éoliennes. Ouais. Sur le solaire, on Alors sur le solaire, on importe tout. Ouais. Et honnêtement, on n'a pas du tout envie de fabriquer des cellules solaires. On fait ça par les Asiatiques. C'est un truc qui n'est pas très sophistiqué. Ça coûte pas très cher. Bon. Et c'est un peu plus de 20% des besoins d'investissement dans le renouvelable. Mais presque 80%, c'est l'éolien, surtout du offshore. L'avantage du offshore, c'est qu'il marche... Offshore, c'est en mer. Oui, il marche 50% du temps offshore, il marche 25% du temps onshore. Donc le offshore, c'est beaucoup plus efficace que le onshore. Et là, nous fabriquons nos éoliennes. C'est les Danois, les Allemands, essentiellement. Et donc l'Europe fabrique 98% des éoliennes qu'elle installe, ce qui est évidemment très, très positif. Alors après, il y a la question donc de... Donc voilà. Donc
Donc, première idée fausse, c'est pas infinançable. C'est compliqué d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue des autorisations qu'il faut obtenir, mais c'est pas un problème d'argent. Après, on entend souvent, autre idée fausse, le pouvoir d'achat. On se dit qu'on va s'appauvrir parce que cette énergie-là sera de plus en plus chère. Alors, dans mes calculs, le prix de l'énergie en 2050 sera en euros constants, 2,9 fois plus élevé qu'aujourd'hui. C'est QFD. Alors, et je vais vous démontrer que nous allons pourtant augmenter notre pouvoir d'achat. Et la raison est quoi? C'est qu'on va remplacer des énergies fossiles importées par des énergies renouvelables que nous fabriquons nous-mêmes. Enfin, nous, pas en France, qu'on fabrique en Danemark, en Allemagne. Non, alors l'énergie, on va la fabriquer nous-mêmes. Ouais. Et alors, très bon point dont je vais dire un mot, et je prends l'Europe, je prends l'UE. L'UE, elle va arrêter d'importer du pétrole et elle va fabriquer des énergies renouvelables avec du matériel européen à 80%, parce qu'à 20%, c'est les... Et donc, en termes de valeur ajoutée, nous avons un énorme supplément de valeur ajoutée. Ouais. C'est le double effet qui se coule. Hein. On n'importe pas et on produit. Ouais. C'est relocalisation. Avec des salariés, C'est le truc, on parle de relocalisation, c'est le truc le plus gigantesque qu'on va faire. On va relocaliser l'énergie. Et alors, si à l'intérieur d'un pays, si le prix de l'énergie est multiplié par 3, cette valeur ajoutée, elle reste en Europe. Hein. Elle va payer les équipementiers qui fabriquent les éoliennes. En fait, c'est cher parce que comme c'est intermittent, vous voyez, même l'offshore, quand vous avez de l'éolien offshore, ça marche que 50% du temps. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que dans le 50% du temps, vous satisfaisez la demande et vous stockez la moitié et vous la rendez. Mais donc, il faut une capacité qui est 2 fois la demande. Et il faut alors, dans mon calcul, j'ai mis des électrolyseurs qui font de l'hydrogène et ensuite, c'est d'hydrogène vert. Hein. Et voilà. Et donc, vous payez 3 fois plus cher. Oui, mais pour le consommateur, c'est 3 fois plus cher. C'est mon troisième point. Mais en termes de valeur ajoutée européenne, le pouvoir d'achat des Européens va augmenter puisqu'ils vont arrêter de donner une partie de leur PIB aux pays du Moyen-Orient et à la Russie. Dernier point, ça crée vraiment un gigantesque effet redistributif qui est que si les fabricants européens d'éoliennes vont faire fortune et que le consommateur lambda, il va payer plus cher son énergie. Ah oui, mais ça, c'est un problème redistributif. Quand on a un problème redistributif, quand on a plus de revenus, c'est un moindre problème. Un problème redistributif, quand on a moins de revenus, ce qu'on a en 2020 avec la Covid, c'est plus ennuyeux. Mais un problème redistributif, quand vous avez plus de PIB, parce que vous fabriquez vous-même ce que vous importiez avant, ça gère. Donc, il va falloir redistribuer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a décidé d'appeler la transition juste. Hein. C'est que les personnes aux revenus le plus bas perdront pas de pouvoir d'achat, même si elles payent 3 fois plus cher leur énergie. Donc, le véritable obstacle à cette transition énergétique, c'est les problèmes redistributifs. C'est ni l'argent, ni le pouvoir d'achat, ni le prix de l'énergie, c'est les problèmes redistributifs. Et puis, tous les problèmes techniques, déposer un permis de construire pour un champ d'éoliennes, vous allez voir ce qui va vous arriver. Hein. Donc, mais à part des problèmes techniques et juridiques, du point de vue de l'économie, le vrai sujet, c'est les problèmes redistributifs. Et le dernier problème redistributif, et je finis là-dessus, que vous évoquez, c'est que si toutes les éoliennes sont faites au Danemark, ça n'aide pas tellement les Français. Hein. Et donc, soit on est capable de mettre de la redistribution en Europe, donc un grand budget européen. C'est encore un autre sujet, ça. Donc les Danois deviennent, si vous voulez, les Émirats de l'Europe parce qu'ils font les éoliennes. On va faire un scénario délirant comme ça. Évidemment, s'ils n'acceptent pas de rendre l'argent aux autres Européens, il faut qu'on fabrique des éoliennes, y compris en France, et pas seulement au Danemark. Ouais, après, il y a un autre sujet, on finit là-dessus, Patrick, c'est le stock de capital lié il y a les stranded assets, à ce qu'on appelle les énergies fossiles, quoi, je veux dire, liées au pétrole, liées au charbon, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Alors sur le gaz, il n'y a pas tellement de problème, parce que vous savez que même dans les scénarios à 1,5 degré, on utilise beaucoup de gaz en réalité, parce qu'on arrête le charbon et on arrête 60% du pétrole. Hein. Donc on utilise du gaz au moins jusqu'à moins que le pétrole. Au moins 2 fois moins pour la même électricité que le charbon. Donc au moins jusqu'à la fin pétrole, entre gaz et pétrole. Oui, on ne fait pas d'électricité au pétrole, les centrales au fioul, c'est rarissime, c'est plutôt charbon-gaz. Donc le gaz, on en utilise jusqu'à la fin du siècle en fait. Hein. C'est une énergie de transition, le gaz, il ne faut pas le considérer. Le gaz en plus, c'est pas bien, mais le gaz qui remplace du charbon, c'est bien. Quoi. Mais évidemment, le pétrole, on va arrêter un grand nombre de gisements de pétrole qui sont les gisements les plus chers. Quoi, hein. Donc les gisements les plus chers de pétrole, il faudra les enlever des bilans. C'est-à-dire des grosses... c'est les gisements dans les endroits où c'est cher d'extraire le pétrole. De grosses dépréciations à venir pour le compte. Alors ça a beaucoup commencé, si vous regardez les grands pétroliers. Alors les pétroliers privés, parce que
Vous savez que le pétrole, en fait, on parle des pétroliers, mais le pétrole, il est fabriqué essentiellement par les sociétés qui appartiennent aux États en Russie, en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, en Afrique. Et eux n'ont pas vraiment commencé. Bon, je rappelle que là, je parle au chef économiste de chez Natixis, Oui. c'est pas Patrick Artus qui est administrateur de Total. Oui, non, la vue Natixis complète, et ça n'a rien. Le président de Total s'exprime suffisamment sur ces sujets. D'ailleurs, il vient nous voir aussi, Patrick Pouyanné, on le salue d'ailleurs. Allez, merci Patrick. Merci David. Bye.